Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et on est très content de vous accueillir ici à l'Université de Mons. Content aussi de voir de nouveaux visages, ça c'est très chouette. Alors, cette soirée-ci est très particulière. Elle est le fruit d'un partenariat avec nos amis du Mundaneum. En fait, à Mons, on a la chance d'avoir pas mal de musées de théâtre sur pratiquement 1 ou 2 kilomètres carrés. Et on a la chance de bien s'entendre et de collaborer très souvent. Alors, je vais vous faire une confidence au niveau du Mundaneum. Quand il y a 20 ans, on a imaginé le Mumons, on s'était dit si un jour on arrive à faire un truc du niveau du Mundaneum, on sera content. Donc c'est un peu notre modèle. Donc on est content de vous accueillir ce soir. Alors cet événement-ci a lieu dans le cadre de l'exposition qui est en place donc au Munda, qui s'appelle Cité des possibles, des utopies aux réalités de demain. Voilà. Et je vais laisser la parole à Gaëtan Santarelli du Mundaneum qui va vous expliquer un peu le pourquoi du comment et pourquoi on a la chance d'avoir aujourd'hui Lux Keuten avec nous. Merci Francesco et merci pour les beaux compliments. Et je te les retourne parce que quand on vient ici, on a l'impression d'être en famille. Donc voilà, merci à l'équipe du Mumons de nous accueillir pour cette conférence de Lux Keuten. Alors, je vais bien sûr présenter le conférencier de ce soir, mais je vais surtout profiter du moment pour vous remercier aussi de votre accompagnement que vous faites au Mundaneum depuis pas mal d'années maintenant. On peut citer la date de 2007 où on avait accueilli une exposition qu'on avait construit ensemble et dont il y a un héritage au Mundaneum qui est l'espace Utopia qui se trouve à l'arrière du bâtiment et qui invite le visiteur à penser à un monde de demain. Penser à un monde de demain, c'est un petit peu ce qu'on fait depuis quelques mois au Mundaneum avec cette exposition Cité des possibles, des utopies aux réalités de demain, en imaginant et en présentant tous des projets de communautés, de villes qui sont apparus depuis le 19e siècle, avec en toile de fond le projet de Cité mondiale de Paul Hotelet. Il imaginait une ville quelque part dans le monde où on allait pouvoir créer la paix par la connaissance, rassembler les peuples, échanger, coopérer, fédérer autour de la paix. C'était assez important pour nous d'inclure Lux Keuten dans cette exposition, et si vous visitez cette exposition, vous verrez qu'on a à la fin de l'exposition une présentation des projets de Lux Keuten, parce que vous allez le voir au cours de la présentation, Lux Keuten va nous offrir une vision positive du monde de demain, va nous présenter ces utopies urbaines, mais d'une manière oui, positive, en s'inspirant de la nature et de ce qui nous entoure au quotidien. Je pense qu'au travers de la présentation et de votre philosophie, il y a aussi une grosse interrogation autour de notre rapport au vivant, à ce qui nous entoure, et parfois c'est simplement en regardant autour de nous qu'on peut trouver la réponse à nos enjeux d'aujourd'hui. Alors je pense que ce qui est important aussi, et quand on découvre un petit peu le monde de Lux Keuten, c'est que vous n'allez pas imposer les choses. C'est une proposition, c'est une envie, une invitation à découvrir autre chose. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous plaît assez bien au Mundaneum. Voilà, je ne vais pas être très long, simplement vous dire que vous êtes bien sûr les bienvenus à l'exposition Cité des possibles au Mundaneum. Et petit scoop ce soir, donc elle était jusqu'au 11 janvier, mais on va la prolonger jusqu'au 24 mai. Donc vous avez vraiment le temps de la découvrir. Voilà, mon souhait, c'est peut-être qu'à la fin de cette conférence, vous puissiez, à l'image de Lux Keuten, désirer un monde pour demain, avec quelque chose de positif et avoir envie d'aller vers l'avenir et vers les enjeux qui nous attendent. Voilà, merci. Bonsoir. Est-ce qu'on peut descendre la lumière? Ah, oui, en fait, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est surtout là que ça va se passer. Parce que je suis avant tout un dessinateur, un peintre, et mon travail d'architecte, c'est très concrétisé par des représentations de ce que pourrait être le monde de demain. Je pense que c'est toujours le rôle d'un architecte, c'est de dessiner quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui a pour vocation d'exister demain. Alors, je me suis posé la question, mais si le futur commence par un dessin, il y a donc une grande responsabilité à cela. Et on peut peut-être aussi aller un peu plus loin que ce qui est programmé pour être réalisé. On peut peut-être aussi dessiner des choses qui ne sont pas encore programmées, mais qui pourraient l'être et qui pourraient donner envie d'aller vers quelque chose
différent de ce qu'on nous montre généralement. Il y a un mot qui est intriguant pour moi, c'est placebo. Vous le connaissez tous certainement, c'est le nom qu'on donne à un médicament qui n'a aucun effet théorique, en tout cas pas d'effet chimique, puisque c'est juste un peu de sucre. Mais les effets sont souvent tout à fait bénéfiques, alors qu'ils sont censés ne pas répondre aux besoins que l'on leur a attribués au départ. C'est assez intriguant. Ça veut dire que le désir de quelque chose peut être suffisant pour qu'il s'auto-réalise. Un placebo, si on est obligé, si tous les fabricants de médicaments doivent passer par le tester en même temps que les médicaments qui font, c'est bien la preuve que ça a un impact important. Donc dès le moment où on pense que quelque chose va arriver, on a un effet d'auto-réalisateur. C'est-à-dire qu'on provoque, on convoque ce vers quoi on aspire. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a le nocebo qui, lui, donne l'effet contraire. C'est-à-dire que la chose dont on a le plus peur, on le convoque aussi. C'est l'effet vertige. Des gens qui ont le vertige, qui ont tendance à sauter dans le vide tellement l'attraction est tellement... la représentation est importante pour eux. C'est dire l'importance que notre imaginaire a sur ce qui va se dérouler, se passer. Et il se fait que le futur que l'on nous montre est pour le moment assez désastreux. Pourquoi ? C'est pour moi quelque chose qui m'a fortement interpellé. Surtout qu'il y a à peu près un siècle, ou un peu plus d'un siècle, on nous montrait des images d'un futur qui était absolument fantastique. On allait droit à voir tout. En 1900, quand on rêvait de l'an 2000, ça allait être un monde extraordinaire. Et puis, 100 ans plus tard, on a une vision apocalyptique de ce qui pourrait se passer. Et en un siècle, comment se fait-il que nous avons ainsi détérioré complètement notre vision de ce qui pourrait nous arriver ? C'est un questionnement que je trouve important de se poser. Et c'est presque inutile de le dire. Tout le monde sait que le réchauffement climatique est une toute grande crainte que nous avons actuellement. Et nous sommes un peu comme ces gens-là, occupés à voir la Terre qui se réchauffe. Nous sommes autour, on regarde cela un peu passivement, sans faire suffisamment ce qu'il faut pour empêcher que la catastrophe arrive. La civilisation industrielle doit être alimentée en permanence par des matières premières qui vont toutes manquer dans moins d'un siècle. Qu'est-ce qu'on fait avec une civilisation industrielle si on n'a plus les matériaux pour pouvoir constituer tout ce que nous avons besoin pour l'alimenter ? Mais pas que les matériaux, c'est aussi l'énergie, l'essence, aussi bien que le nucléaire, que le pétrole, l'électricité. Tout cela viendra à manquer dans les perspectives de la manière dont on agit actuellement avec notre environnement. Mais ça nous amène à entrevoir un désastre, évidemment. Je ne vais surtout pas m'étendre sur la partie négative de cet exposé, surtout après vous avoir dit l'importance qu'il y a d'avoir une vision positive de ce qui pourrait se passer. On va donc passer aux nouvelles intéressantes, ce qui pourrait nous apporter enfin une vision positive et encourageante de notre futur. Mais nous avons d'abord un mentor extraordinaire
qui est autour de nous en permanence, il suffit d'ouvrir les yeux, c'est la nature. La nature a tout inventé. La nature est 100% renouvelable. Elle n'épuise pas le système. Au contraire, plus le temps passe, plus elle s'enrichit. Et là, nous avons quelque chose qui peut franchement énormément nous aider à trouver de multiples solutions. Tout ce qui n'était pas rentable dans la nature a été abandonné. La nature ne produit jamais aucun déchet. Chaque chose qu'un organisme n'utilise plus, c'est un autre qui va en faire une ressource. Il y a là une manière de faire absolument fantastique qui serait vraiment temps que nous puissions prendre comme modèle pour arriver à concevoir les choses avec autant de savoir-faire et de performance. Ce que vous voyez là, pour moi, c'est une merveille extraordinaire. C'est un biobéton qui est plus solide que nos bétons, qui est complètement lisse, qui est coloré, qui est tout à fait étanche, qui a des propriétés mécaniques supérieures au béton. Et pour réaliser ce matériau extraordinaire, le petit mollusque qui le fabrique ne prend simplement ce qui est dans son environnement et il le fait sans haute température, sans haute pression, sans déchets. Et cerise sur le gâteau, il absorbe le CO2. Il répare un peu toutes les erreurs que nous avons faites dans notre environnement. On a là un savoir-faire fantastique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à comprendre cela, à chercher. Mais les objets que vous voyez là, ils ont été fabriqués de la même manière que le coquillage que j'ai montré avant. Il y a des pistes que tout le monde essaye de suivre maintenant pour arriver à enfin être un peu propre. Quand on fabrique du béton, on est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre. C'est une pollution incroyable. On libère d'un coup dans l'atmosphère le CO2 que la roche a mis des millions d'années pour être emmagasiné. En plus de ça, on va chercher du sable de bord de mer parce que celui des déserts et les autres ne fonctionne pas pour pouvoir le mettre avec le ciment. Et on crée des tas de problèmes dans les rivages où il commence à manquer du sable, tellement on en a utilisé. Mais regardons ailleurs, on peut voir plein d'autres choses absolument fantastiques. Cet immeuble tour a été construite, réalisée par les premiers habitants de des cités. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les termites, les fourmis qui ont créé une habitation qui est entièrement autoclimatisée. La température peut varier de plus de 30 degrés à l'extérieur et la température intérieure de la termitière va varier maximum de 2 degrés. Et ça, elles ont créé ce système sans l'apport de technologies qui sont polluantes ou destructives. Elles le font uniquement avec des réseaux de ventilation excessivement complexes que l'on essaye maintenant d'imiter dans certains de nos bâtiments. Mais autoclimatiser de manière naturelle, c'est absolument formidable parce que ça permet de garder une stabilité quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, ne pas être tributaire d'une VMC, de systèmes électriques qui sont toujours faillibles, qui à un moment donné tombent en panne, nous posent des problèmes, peut poser des problèmes importants si les pannes continuent à se propager, si on rentre dans des périodes de crise. Ce que vous voyez là, les habitations, c'est à Sanaa, au Yémen. Elles sont faites avec ce qu'il y a de plus près dans l'environnement. C'est pour ça qu'elles s'intègrent tellement bien dans le paysage. Ces immeubles font 8-10 étages. Ils sont aussi entièrement climatisés grâce à des épais murs de terre qui créent les conditions nécessaires à ce qu'il y ait une température qui soit tout à fait clémente à l'intérieur des habitations. Et c'est absolument magnifique. Ça n'a rien coûté à la planète. Au contraire, quand vous voyez comment ça évolue dans le temps, quand le bâtiment n'est plus utilisé et qu'il devient une ruine, il est presque encore plus beau qu'au moment où il fonctionnait. Et tout doucement,
en s'effondrant, il revient dans le trou dans lequel on a retiré la matière pour pouvoir le constituer. Ah, ça c'est fantastique quand même. Vous vous rendez compte, nous, quand on construit nos maisons, une fois qu'elles ne sont plus utilisées, on a un tas de déchets avec lesquels on ne sait plus rien faire et qui s'accumulent d'année en année depuis qu'on a développé cette civilisation industrielle, les plastiques, etc. On n'arrive pas à les recycler, on entasse de plus en plus nos déchets. Alors qu'il y a des exemples absolument magnifiques partout autour de nous, si on regarde un peu. Par exemple, ici, nous sommes en Irak. Cette habitation collective, elle est faite avec des roseaux qui ont poussé juste à côté. Est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est moins beau que nos habitations ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a là une beauté dans l'architecture, parce qu'elle est vraie. Elle correspond juste au paysage, à l'ensemble, et quand elle ne servira plus de construction, d'habitation, enfin de réunion pour les communautés, elle pourra encore servir de paillage pour le bétail ou d'autres choses. Mais elle va se recycler naturellement, elle ne sera jamais un déchet. Alors on commence, nous aussi, à comprendre qu'en travaillant avec des matériaux biosourcés, on peut arriver à faire des murs avec une structure en bois, isolée par de la paille, du chanvre, de la chaux, du liège, toutes sortes de matériaux qui vont pouvoir un jour revenir dans l'environnement, reprendre sa place et ainsi rentrer dans un nouveau cycle, un nouvel écosystème. Est-ce qu'un bâtiment comme ça est moins bien qu'un en béton, en verre, en acier, et qui lui peut avoir peut-être une certaine satisfaction esthétique si on ne fait que regarder le temps de son exploitation et qu'on oublie de regarder l'ensemble de la pollution qui a dû être nécessaire pour pouvoir créer le matériau et de la pollution qu'il va y avoir pour qu'il puisse revenir un jour dans un état naturel. Alors là, c'est une grande question que je me pose et qui est un peu à la base de la vision qu'on va avoir sur une ville nouvelle. Elle doit intégrer cette notion particulière qui est de dire que la beauté, finalement, elle vient quand on arrive à trouver cet équilibre entre notre qualité de vie et l'endroit où on va vivre. Et que nous devons avoir un regard qui s'élargit jusque dans la manière dont les matériaux sont mis en œuvre et vont constituer notre environnement le plus près. Ce qu'on voit là, la chitine d'une libellule, c'est un bio-vert magnifique. Il est transparent, etc. Il n'a rien coûté à la planète pour être fabriqué. Moi, j'essaye simplement, par mes dessins, de voir ce que ça ferait si on commençait à réfléchir à un monde où on aurait pris modèle sur tout ce qui fonctionne correctement. Est-ce que c'est moins bien qu'un châssis standard en acier tel qu'on les propage partout? Est-ce qu'il y a un intérêt ou non à ça? Mais pas que pour ce matériau-là. Par exemple, le fil que fait une araignée, il est 3-4 fois plus solide qu'un acier à section égale. Il est souple, etc. Il est tout à fait résistant. Et il est fait avec ce que l'araignée a digéré. Elle le sort de son abdomen. Et quand sa toile a été utilisée durant une journée, elle remange sa toile pour la régurgiter le lendemain et refaire une nouvelle toile, avec un recyclage absolument incroyable. Alors commencez à imaginer des habitations, des lieux de vie qui pourraient s'inspirer d'un cocon, d'un tissu transparent, translucide, etc., qui protège, mis sur une structure qui va protéger un espace habitable. Mais ça fait partie de la démarche fondamentale sur laquelle je planche pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler un monde assez différent de celui que la plupart des décideurs, des concepteurs de maisons, des architectes font actuellement. Voilà une structure qui part d'éléments biosourcés.
des arbres, des branches qui ont poussé, et puis au-dessus de ça, un cocon qui a différentes propriétés. On peut imaginer beaucoup de choses à partir de là. Ici, c'est à partir de bambous que l'on a mis ensemble pour faire une structure portante. Ben, le bambou est formidable parce qu'il pousse excessivement vite et il est très résistant. Et quand on le coupe, on ne crée pas une déforestation parce qu'il a mis une décennie maximum à atteindre sa taille adulte. Et une fois mort, il peut encore constituer un matériau de construction intéressant. Mais on peut aussi le garder vivant pour qu'il puisse tout un temps accompagner la vie de l'habitation par quelque chose qui va correspondre au vivant. Et ça correspond à cette idée que finalement, nous sommes des organismes vivants et que l'environnement le plus adéquat dans lequel nous devons vivre devrait quand même plus s'apparenter à ce que nous sommes, à quelque chose qui vit, ou en tout cas qui appartient à cette même type de classe de matériaux ou de proximité dans tout ce que nous côtoyons. Et pour moi, commencer à dessiner une structure qui serait refermée là par l'intérieur par un biotextile qui est transparent à certains endroits, opaque à d'autres, isolant d'un autre côté, mais qui correspondrait à nos besoins, nous amène à entrevoir les choses de manière très différente. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés d'aller vers cela, mais commencer à réfléchir dans ce sens-là est une manière de rentrer dans un monde qui pourrait être 100% durable. En fonctionnant avec l'environnement, avec la nature, on commence à rentrer dans la biosphère et dans la planète en tant que partenaire, en tant que responsable quelque part de ce magnifique environnement que nous avons reçu et que nous devrions beaucoup mieux protéger. Donc j'imagine des villes entières qui pourraient fonctionner sur l'utilisation des matériaux dans ce type-là de réflexion. En fait, c'est se rapprocher de fonctionnements qui ressemblent à des écosystèmes. Un massif corallien, c'est l'ensemble d'organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour créer un environnement qui est d'une beauté incroyable. Et plus le temps passe, plus le massif corallien s'enrichit, devient plus complexe, plus stable, tant que nous n'intervenons pas pour le détruire, bien entendu. Donc ça, ce sont les bases dans lesquelles je vais commencer à réfléchir à d'autres comportements et d'autres manières de faire. Mais il n'y a pas que ces bases-là. Il y a le temps, qui pour moi est un élément primordial. Donc vous voyez là une vue de Laeken en 1800. Ça ressemble à peu près à ça. Et je plante mon chevalet tous les 100 ans au même endroit pour regarder un peu comment il évolue. Parce que introduire la notion de temps dans la perception de l'environnement nous permet de comprendre beaucoup de choses. D'abord, l'importance avec laquelle on peut s'attendre dans un changement durant un siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce quartier a complètement été bouleversé par de nouveaux logements, beaucoup de constructions, généralement en bonne respect l'un par rapport à l'autre, par l'utilisation de matériaux et de gabarits qui sont très semblables. Mais 100 ans plus tard, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus chaotique. On a introduit d'abord la voiture par tous les côtés. Elle a évidemment créé non seulement des pollutions, mais dangers, etc., bruit, nuisances multiples. Et puis, elle a pris tellement de place dans l'environnement qu'elle a été... elle a vraiment détruit beaucoup de choses, mais pas que ça.
un urbanisme un peu sauvage, l'arrivée de petites industries au milieu de quartiers d'habitation, tout ça a créé un chaos vraiment important. Et puis je me projette 100 ans plus tard et je regarde quelles pourraient être les modifications importantes à partir de l'utilisation de ces matériaux de construction biosourcés qui pourraient apporter progressivement un autre visage à la ville, réintroduire le végétal dans les villes parce qu'il joue un rôle primordial à beaucoup de points de vue, non seulement psychologique, mais il dépoussière l'air, il absorbe le CO2, il crée de l'ombre, etc. Donc il a de multiples effets. Et c'est pour moi, chaque fois, une manière de réfléchir ponctuellement, de maison après maison, sur ce que ça pourrait donner. Et puis, on peut se projeter encore plus loin. Là, nous sommes en 2200. Donc là, il y a eu des changements beaucoup plus importants. Le canal a été couvert par une vaste résie qui le protège, l'autoclimatise. Et puis, vous avez une vague qui défile en permanence pour les surfeurs et compagnie. Il y a donc un côté fun, mais aussi, vous voyez, les habitations sont devenues portions de paysage. On les parcourt comme on parcourt le paysage. Les rochers que vous voyez là sont faits avec des biobétons ou des bioverres. Et ils sont intégrés dans une sorte de nature urbaine qui permet d'entrevoir une ville avec des qualités qui sont très très loin de ce que nous avons actuellement et vers quoi on continue à se développer. Et puis, dans cette notion de temps, c'est quelque chose qui est important dans mon travail et que vous pourrez voir au fur et à mesure que je vais décliner certains projets, c'est que c'est pas toujours intégré ou très peu intégré dans les dessins et dans les représentations. Moi, j'essaye de représenter la 4e dimension dans mes travaux. Ici, nous sommes à Shanghai, on est dans une période actuelle et on voit cette ville incroyable qui s'est développée à une vitesse fantastique et qui paye le prix, évidemment, une pollution considérable. Certains jours, on ne voit pas à 20 mètres devant soi, tellement la pollution est importante. Et le fleuve jaune est vraiment jaune de sa pollution. C'est un désastre pour la respiration, pour la qualité de vie de ses habitants. Alors, j'ai dessiné cette ville en 4 dimensions. Vous voyez, il y a des curseurs là au-dessus et en dessous. Du côté gauche, on est en 2000, et plus on va vers la droite, plus on avance dans le temps. Et on voit comment progressivement, dans ce panorama de la ville, on peut imaginer qu'elle pourrait, en tout cas, progressivement devenir une cité qui s'oriente vers l'utilisation de matériaux organiques. Alors, dans cette idée, le dessin est chaque fois une nouvelle gymnastique de l'esprit pour se projeter dans ce futur qui probablement ne ressemblera jamais à ça, mais qui est déjà un pas vers quelque chose qui pourrait peut-être un peu nous rapprocher de ça. Mais nous en sommes très loin. Voilà une vue de ce même pays, de la Chine, de la manière dont les gens habitent dans ce pays. Vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est assez rébarbatif. On est dans une pauvreté d'architecture, de comportement, de vie. C'est dans des boîtes que l'on vit. Quels sont les gens qui habitent dans cette telle uniformité? Et là, on tombe dans ce qui correspond le mieux à, en effet, un environnement d'une extrême banalité, où on peut voir que tout le monde, en tout cas, dans certains endroits, se ressemble étrangement, où l'identité a été brisée. C'est un des effets, évidemment, de la mondialisation, mais pas que. C'est aussi une vision politique
c'est quelque chose qui est à côté de nous et qui a des effets sur notre propre vie. Alors que nous sommes tous des êtres totalement très différents. On a plein de points communs. On a tous 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux, etc. Mais tellement différents, avec des personnalités et des identités qui sont chacune caractéristiques de notre individualité. Et cette individualité, elle, pour moi, a une très très grande importance. Il faut qu'elle se retrouve dans l'endroit où nous vivons. Chacune de nos maisons doit refléter quelque chose de nous. Si elle ne reflète pas ce que nous sommes, alors elle nous broie, elle nous réduit à quelque chose qui est cette espèce de commun dénominateur, qui est une banalité extraordinaire et qui est un des effets directs de la standardisation, la mondialisation, où faire tout de même, c'est plus facile, et ça résout quelques problèmes pour les décideurs qui, eux, vous pouvez m'en croire, n'habitent pas dans une petite boîte standard, la même que toutes les autres. Donc, voir la ville comme étant une multiplicité de visages qui, chacune, a quelque chose à nous raconter, à nous dire de ce qu'elle est, comme vos visages nous racontent énormément de choses de qui vous êtes. Et quand on parle, quand on discute entre nous, on a cette occasion de pouvoir nous aider à rentrer dans la subtilité d'une personnalité par ces différents moyens. Alors quand les habitations déjà réalisées sont pourvues de formes et d'éléments de construction totalement standards, j'essaye par les moyens qui me sont donnés de les personnaliser autrement. Là, vous voyez des immeubles, des HLM en France, qui font 50 mètres de hauteur, et les fenêtres qui sont maintenant dans cet immeuble, même si ça ne change rien pratiquement à la vie à l'intérieur de l'immeuble, ça donne quand même un autre visage. Chaque fenêtre, maintenant, on peut les reconnaître. Les gens peuvent dire, moi j'habite celle-là, à cet endroit, ici. Il y a quelque chose d'humain qui a repris au moins l'image et qui est peut-être une manière déjà d'avancer et de montrer un devenir différent. Toujours dans cette idée de temporalité, là nous sommes à Lyon, dans l'endroit du quartier Lapardieu, de la gare Lapardieu, et vous voyez tous les immeubles existants, tels qu'ils étaient il y a encore peu de temps, et comment ils pourraient progressivement se transformer en structure végétale, en parements sur les façades, et qu'ils pourraient progressivement devenir des éléments qui introduisent la vie. Les engins que vous voyez passer sont des ornithoplanes à ailes battantes. On va en parler un peu plus loin. Donc, quand on pense à la ville de demain, pour moi, elle part la plupart du temps d'une ville existante. Une ville, elle évolue dans le temps. Donc ici, nous sommes dans un quartier d'une ville européenne, peu importe laquelle, et on voit comment, progressivement, elle s'est développée avec de nouvelles façades, de nouvelles enveloppes qui sont toutes reliées au vivant, des enveloppes, je préfère dire enveloppe ou peau que façade, parce que peau, c'est très vivant, et ces peaux captent l'énergie solaire, se transparent à certains endroits, etc. Et puis les toitures sont devenues accessibles, elles forment des espèces de promenades vertes avec des passerelles pour aller dans un coin à l'autre. On retrouve accès à l'horizon. Se promener au-dessus d'une ville, c'est commencer à découvrir
que les horizons, c'est important. On a perdu nos horizons dans nos villes de plus en plus denses et on a créé quelque chose qui fait qu'on perd nos repères et nos rapports à la terre et aux choses qui sont tellement importantes et vivantes. Alors, quand on parle de villes existantes, ici, on est aux États-Unis, à Détroit, une ville qui a poussé à une vitesse incroyable, à la vitesse du développement des voitures américaines, et qui est devenue une mégacité en très peu de temps, mais qui s'est fait effondrer à une si grande vitesse. Ah, ça commence à devenir intéressant, parce qu'alors on a quelque part déjà l'idée de ce qui pourrait se passer chez nous. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un crash monumental et qu'on aura ou plus de pétrole ou crash banquier ou je ne sais pas quoi, qu'on ne pourra plus avoir accès à une société de consommation où tout nous arrive à un prix qui n'est pas celui de la planète. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment une ville qui est arrivée à être entièrement en faillite, où plus rien ne fonctionnait, parce qu'il n'y avait plus d'automobiles qui étaient créées là, et que la ville a été créée sur ça, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle s'est reconvertie au maraîchage. Partout où il y avait des espaces disponibles, ou pas, on a détruit ce qui pouvait l'être, et on a créé des vastes terrains de culture urbaine. Et les ONG se sont installées là, ont commencé à faire des sociétés qui sont devenues florissantes. Les gens commençaient à pouvoir retrouver, à manger et à vivre dans une ville qui ne pouvait plus vivre sur son économie d'origine. Et on retrouve maintenant partout à Détroit des potagers urbains, des vergers urbains, etc., qui constituent un exemple de bien concret et réalisé de quelque chose qui nous montre une des pistes, en tout cas possible, puisqu'elle est totalement réalisée à cet endroit-là. Mais nous avons d'autres villes qui, pour moi, nous montrent d'autres exemples. Nous avons Fribourg, en Allemagne, à la frontière avec la France, qui a, dans son quartier Vauban, a décidé de ne plus utiliser les voies, les routes pour les voitures. Les voitures restent à l'extérieur et l'ensemble de la cité s'est végétalisé. Les enfants courent dans les rues partout. On monte des tables pour déjeuner ensemble et collectivement dans les quartiers, au milieu de la rue, où passent des vélos, des poussettes et des tas de choses. Il y a une qualité de vie dans des villes qui ont opté pour ce genre de choses qui est tout à fait ahurissant. Et où sont les voitures? On les a laissées à l'extérieur, simplement, dans des grands parkings. Et puis, commencer à introduire la nourriture dans les villes, ça c'est une problématique que je trouve fort intéressante, parce qu'actuellement, nous sommes en déphasage complet avec quelque chose d'aussi important que notre nourriture. Combien de temps avons-nous de réserves alimentaires dans nos grandes villes? Une semaine. Après une semaine, les marchés, les magasins d'alimentation sont vides. Qu'est-ce qu'on fait après une semaine? C'est court, une semaine. Eh oui, il suffit qu'il y ait un problème, un choc pétrolier, comme on a eu, mais on est passé juste un peu au-dessus dans les années 82-83, premier choc pétrolier. Il va revenir. C'est impossible autrement, parce qu'on épuise nos ressources bien plus vite qu'elles ne se reconstituent. Donc, fatalement, on va vers ce genre de choses. Eh bien, la ville pourrait très bien nous apporter l'alimentation qui nous est nécessaire et voir pousser des tomates, des salades, etc. dans notre environnement. Est-ce que ce serait abîmer la qualité de cet environnement?
commencer à nous reconnecter avec cet élément aussi important que peut être notre nourriture, ce serait quelque chose qui pourrait nous apporter une stabilité que nous avons perdue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime retrouver dans les recherches et dans les dessins que je fais, c'est de retrouver quelque chose qui va nous rapprocher, qui va créer ces ponts, qui va créer un environnement qui va augmenter notre qualité de vie et qui va engendrer une autre qualité d'air, de sonore aussi, de lumière. On va tomber dans un environnement qui est très loin de ce que nous connaissons actuellement. Nos villes minérales, entièrement minérales, sous un soleil de plomb, dans une évolution d'un climat qui va ne faire que se réchauffer, va devenir des zones, des îlots de chaleur très, très difficilement supportables. La même rue, quand elle est simplement arborée, elle crée des endroits de fraîcheur. Il y a le CO2 qui est capté, il y a de l'ombre, il y a de l'évaporation qui se fait en même temps, il y a de l'eau qui est générée par l'arbre en lui-même. Donc tout cela est propice à créer des qualités de vie que l'on ne connaît pas dans nos villes tellement minéralisées. Alors, pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a la présence de l'eau. L'eau, bien souvent, a été absente. On l'a réduite à des égouts, on l'a cachée, on l'a jetée ailleurs, alors que ça pourrait être aussi là une manière pour nous de nous reconnecter à quelque chose. Utiliser l'eau de pluie pour avoir des cours d'eau, des rivières dans nos rues, pour les rafraîchir aussi, mais apporter tout ce que ce sang de la ville peut nous apporter serait un élément qui pourrait contribuer à augmenter énormément la qualité. Donc tout ça, ce sont les ferments des réflexions que je vais porter sur l'évolution de la ville. Nous avons un autre exemple, évidemment, qui est Singapour, où là, ils ont fait totalement cette démarche. Le végétal est présent absolument partout. Et la qualité de la vie à Singapour est rien à voir avec une ville qui est dédiée à seulement un environnement minéral. Penser la ville de demain, c'est en grande partie réfléchir à la manière dont on va s'y déplacer. Ça, c'est un des points fondamentaux. J'ai commencé à réfléchir sur une manière de remplacer nos voitures qui sont d'un autre temps. Se déplacer avec des engins qui pèsent 1,5 tonnes pour transporter en moyenne 150 kilos de passagers et bagages, c'est complètement idiot, c'est pas du tout rentable. Et puis en plus, un moteur explosion, ça n'a pas 10% de rendement. On tombe directement à 1% de rendement, parce que simplement, on est parti dans l'idée qu'on avait de l'énergie à plus savoir qu'en faire pendant un temps illimité. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut commencer à voir les déplacements en ville totalement autrement. Ici, vous voyez des petits véhicules qui ont tendance à se mettre en chenillard pour prendre moins de place et consommer moins d'énergie. Ils sont très légers, ils pèsent seulement 100 kilos parce qu'ils ne doivent pas transporter leur batterie, ils prennent leur courant dans le rail électrique. On est à 100 lieues des 4x4, des gros STUF qui sont de plus en plus gros, parce que là, les constructeurs automobiles ont lancé cette idée formidable de dire plus votre voiture est grosse, plus vous êtes en sécurité. Parce que vous rencontrez un petit véhicule, vous le crassez, vous l'écrasez, il n'en reste plus rien. Vous avez gagné. Bon, plus dans cette mentalité-là, plus on avance dans ce sens-là, plus il va falloir avoir des véhicules de plus en plus lourds. Bon, il se fait que ces véhicules, j'en ai utilisé un depuis 15 ans. C'est une petite Twike.
Elle pèse 200 kilos parce que je transporte mes batteries, il n'y a pas de rail électrique. J'ai un pédalier, oui, j'aime bien pédaler, ça me permet de me maintenir en forme. Et ce petit véhicule, il peut aller partout. Il peut même aller sur autoroute, parce que je roule à 85 km/h avec ça. Donc, c'est tout à fait possible, c'est à la portée de tout le monde, puisque je m'en suis acheté un, et il ne me coûte plus rien. 1 euro par semaine d'électricité. Et pendant 15 ans, je roule avec ça presque tous les jours. Les solutions sont à notre portée. Bon, il se fait qu'il avait quand même un petit défaut, c'est qu'on ne m'entendait pas arriver. Alors j'ai rajouté un klaxophone. Je pousse sur un bouton, on entend le bruit d'une locomotive à vapeur. Alors je vous garantis que ça marche. Là, les gens m'entendent arriver et je n'ai plus le problème de surprendre les gens. Mais sur autoroute, ça a son petit effet, ça je vous garantis. Alors, j'ai commencé à réfléchir, à en fabriquer d'autres. Donc, celui-là, je l'ai acheté tout fait. Ce sont des étudiants en ingénierie en Suisse qui l'ont créé. Et j'avais envie de m'essayer au problème. Donc, ici, j'ai conçu une structure en bois. Ah bah oui, si je peux le faire en bois, c'est quand même beaucoup mieux. Si ça peut partir d'un organisme vivant, ça a pas mal de qualité. Mais le voilà réalisé, c'est pour 3 personnes, 3 pédaliers, un moteur électrique. On est en catégorie pédélec ou vélo, donc pas besoin de casque ni rien. Et c'est évidemment très amusant de se promener avec un engin pareil. C'est une manière pour moi d'expérimenter les idées, voir à quel point ça marche ou ça marche pas. Et ça fait partie, je pense, de mon travail, c'est de dire, s'il y a quelque chose que je trouve qui manque, il faut essayer, il faut voir comment on peut arriver à créer quelque chose qui a enfin un peu de sens, plus que ce que nous avons à notre portée actuellement si on veut se déplacer avec un véhicule motorisé. Et là aussi, c'est quelque chose que j'admire énormément. Les engins volants que vous voyez là, c'est une merveille absolue. Ils font quelques petits battements d'ailes, ils se maintiennent en l'air avec comme carburant seulement ce qu'ils ont mangé durant la journée. C'est absolument magnifique. Et pour arriver à cela, ils se sont dotés d'eau creux, de plumes, enfin de toutes sortes de choses qui sont d'une technologie extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut apprendre d'eux ? On ne va pas pouvoir se faire des eaux creux ni des plumes, mais par contre, un engin très léger qui est gonflé à l'hélium, un gaz plus léger que l'air, dont les extraits d'eau seraient couverts de capteurs solaires, permettrait de voler par battement d'ailes et de se déplacer de manière très, très agréable et de véritablement voler. Avec nos avions, on ne vole pas. On est téléporté quelque part de l'autre côté du monde sans avoir aucune sensation, sans avoir ressenti ce qui se passe, ce qui accentue notre déphasage. On a artificialisé complètement nos déplacements. Ici, on a vraiment l'impression de voler, et on vole. Alors, c'est là aussi la nature qui nous montre comment on peut faire. Alors, j'ai pensé que la Raimanta était peut-être un meilleur exemple, parce que la Raimanta se déplace en apesanteur dans l'eau, et le mouvement qu'elle crée est absolument magnifique, mais un engin gonflé à l'hélium, il se déplace donc lui aussi en apesanteur. Et la Raimanta doit résister au courant comme un engin volant. Donc c'est à partir de ce genre de choses que je regarde et je vois ce qu'on pourrait imaginer comme engin, sans avoir la possibilité de le créer. Ça dépasse mes compétences. Mais quand même,
je peux déjà un peu voler en battant des ailes. Ici, je suis à Écossynes, en France, en Normandie, et je vole avec un aéroplume qui s'appuie sur l'air pour se déplacer. Ah ben c'est formidable ça. Vous n'imaginez pas la sensation que c'est de pouvoir voler comme un oiseau en s'appuyant sur l'air pour avoir les déplacements. Alors, j'ai traversé la Cité des Sciences à Paris en volant comme un oiseau. Ah, là, je ne suis pas prêt d'oublier ce moment. C'était une émotion extraordinaire. Ça change la vie d'un homme d'avoir rêvé de plein de choses et puis d'arriver à le réaliser. Là, c'était grâce à un ami qui a mis au point l'engin. Mais à partir de là, on imagine de pouvoir offrir à tout le monde un lieu où on pourrait voler par battement d'ailes avec un aéroplume ou d'autres engins plus évolués. Pourquoi pas? Donc ici, on avait imaginé un aérium, un endroit, une vaste structure gonflable avec tout un paysage autour, mais qui serait fait pour pouvoir voler en toute sécurité avec ce type d'engin et pouvoir fabriquer ses ailes soi-même pour pouvoir voler. Ah oui, ça ce serait aussi une idée formidable, dire aux gens, venez dans nos ateliers, fabriquez des ailes, vous aussi, vous pouvez voler de vos propres ailes. Alors, une ville qui a opté pour ne pas faire rentrer les voitures au cœur de la cité, mais ce n'est pas de la science-fiction, ça existe, c'est Louvain-la-Neuve. Et il y a une qualité de vie là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc j'ai imaginé ce que pourrait donner cette ville durant les siècles à venir. Là, on se projette très très loin, même à 500 ans. Donc, en 500 ans, il n'y aura plus beaucoup des bâtiments existants qui subsisteront. Mais ceux qui seront encore là, j'en ai gardé que 2 ou 3. Le restant, c'était les rues, les plans d'eau, les reliefs qui, eux, sont généralement gardés. On reconstruit tout en gardant les voiries. Et c'est pour moi, là aussi, une manière de décliner d'autres manières d'habiter qui sont chaque fois fonction d'un climat, d'un microclimat, d'un terroir, parce qu'on ne construit pas de la même façon dans un lieu que dans un autre. Il faut tenir compte de l'histoire, de l'histoire des gens. Une ville nouvelle, il n'y en a pas beaucoup qui se créent, mais si on imagine qu'on arrête de développer nos mégapoles, une mégapole, c'est une aberration à tout point de vue. On ne gagne rien à mettre autant d'habitants dans une cité. Des villes de 10 millions d'habitants posent beaucoup plus de problèmes qu'elle ne permet d'en résoudre. Parce que dans une ville de 200 000, 300 000, mettons 500 000 habitants, on peut avoir toutes les infrastructures nécessaires, sportives, intellectuelles, musicales, muséales, théâtrales, que l'on veut, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dans une mégapole, les gens qui habitent un quartier, ils ne vont jamais dans le quartier qui se trouve de l'autre côté. Par contre, ils ont accumulé les problèmes, les pollutions, les déplacements, les infrastructures, au point où c'est devenu invivable. Donc ici, j'ai planché sur l'idée ou l'extension d'une ville existante ou d'une ville totalement nouvelle. Le premier point de départ de cette ville, c'est une ville sans voiture. La voiture crée de tels problèmes et de telles nuisances qu'il est impossible de l'intégrer correctement. Vous savez que dans nos villes, on compte qu'il y a près de 50% de la surface qui est dédiée à la voiture. Et des transports en commun mis ensemble. C'est absolument considérable parce qu'une voiture, elle prend la place dans les rues, mais elle prend la place en stationnement, chez vous,
chez les particuliers et à l'endroit où on va travailler et dans les magasins où on va aller. Donc ce sont des emplacements qui sont multipliés de manière considérable, ce qui fait que les espaces de vie, les terrains d'aventure pour les enfants, les terrains de jeu, etc., ont été éliminés. On a tout consacré à la voiture. C'est devenu un mythe, alors que les besoins qu'elle nous rend sont infiniment moins importants que les nuisances qu'ils nous apportent. Ici, vous voyez un ensemble d'une douzaine de cellules, ce qui devrait être la taille maximum pour une ville, comportant chaque cellule 30-40 000 habitants maximum. Et chacune de ces cellules est parcourue par un transport en commun qui fonctionne en boucle autour de la cité. Les habitations qui sont de part et d'autre de cette boucle sont jamais à plus de 10 minutes à pied d'un arrêt de ce transport en commun. Nous avons donc un ensemble de véhicules qui tournent en permanence et qui peuvent alimenter la ville en toute quiétude. Mais la ville est creuse. L'intérieur de l'îlot est surtout végétal. Il correspond à des potagers, des parcs, des zones de jeu pour les enfants, de promenade, des réserves naturelles, des plans d'eau, une rivière. Et au centre même, au centre de gravité, on trouve les équipements culturels, sportifs, médicaux, commerciaux, etc., qui sont nécessaires pas tous les jours. Et des petits commerces peuvent être éparpillés le long de la couronne extérieure. Nous avons donc là à porter très rapidement toutes les fonctions absolument nécessaires dans un environnement qui aurait un côté champêtre et très, très organique. La qualité de vie d'une ville où on ne trouve pas de voiture, où il n'y a pas ce bruit, cette dangerosité, où les enfants peuvent courir librement, est considérable par rapport à ce que nous connaissons. En même temps, on peut imaginer aussi un urbanisme des habitations qui soit conçu pour pouvoir fonctionner avec ce transport en commun qui, lui, peut avoir différentes formes qu'on peut imaginer, mais qui fonctionnent toujours en boucle. Rien n'empêche d'ailleurs, comme ces boucles communiquent l'une avec l'autre, de passer d'une boucle à l'autre avec un de ces transports en commun. Et puis au centre même de la ville, il y aurait un espace de communication, l'arbre à palabres. Donc un endroit où l'ensemble de la population pourrait se retrouver, ou par quartier ou autrement, pour pouvoir discuter de l'évolution de la cité, des décisions à prendre, comme ça se passe, comme ça s'est passé partout dans toutes les tribus, les peuples racines. C'est le cas de le dire, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, par toute leur connexion qu'ils ont avec la terre. Un endroit où on peut échanger, faire un marché, se reposer, pique-niquer ou, je sais pas, rencontrer d'autres gens. Et cette fonction est essentielle, permet de retrouver des communications qui nous manquent bien souvent. Alors, la ville en elle-même, elle est constituée d'un ensemble d'allées principales pour tout ce qui est la périphérie, les boucles qui sont motorisées. Et là, on retrouve un transport en commun du type chenillard qui prend son courant dans un rail électrique de manière à ne pas devoir transporter ses batteries. Et alors, le fonctionnement, c'est que vous vous arrêtez donc quand vous êtes arrivé à destination, il y a des voies de garage sur lesquelles on peut s'arrêter. On laisse le véhicule sur place. Ne circulent que les véhicules dans lesquels il y a des gens dedans. Donc ce serait une économie considérable. Vous savez, notre âme
métro, c'est entre 40 et 60 tonnes aux heures creuses quand il y a 5 ou 10 personnes dedans. Vous imaginez ce qu'on dépense comme énergie pour transporter un poids mort de cette importance-là? C'est considérable. Ce sont des plans qui ont été faits pour des économies où on a l'énergie à ne plus savoir quoi en faire. On peut la gaspiller, on peut l'acheter comme ça. Non, si on veut être raisonnable, il faut commencer à adapter chacune de nos actions et l'énergie que l'on dépense à faire quelque chose à un poids, à quelque chose qui est le coût environnemental que l'on va devoir payer pour pouvoir accéder à cette facilité. Donc, dans ce système-là, quand vous prenez un de ces petits véhicules, vous êtes arrivé à destination, il s'arrête sur la voie de garage, vous en descendez, quelqu'un d'autre peut le prendre et rentrer dans un nouveau circuit. Là aussi, les véhicules se mettent automatiquement en convoi si c'est possible, ou sinon ils fonctionnent en solitaire. Ils sont constitués d'une structure qui est en partie biosourcée et ils sont faits pour accueillir la même importance qu'une voiture individuelle actuellement, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 personnes avec leur bagage. Donc voilà à quoi pourrait ressembler là, c'est un tracténaire. Donc c'est un petit véhicule qui ressemblerait, ce serait un mélange entre une poussette et une brouette, je dirais, un petit engin qui permet de déplacer des charges, les courses, quelqu'un qui est handicapé par exemple, ou 2 enfants, ou des marchandises, qui est pourvu d'un moteur ou pas, qui peut être associé à un vélo ou à une voiture quand on sort de la ville, et qui a la faculté de pouvoir rentrer dans le chenillard, dans le petit engin pour 4 ou 5 personnes. On le met à l'intérieur. Une fois qu'on est arrivé à destination, on peut l'employer pour aller jusque chez soi. C'est complémentaire à un engin collectif, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des petits tracténaires, donc des petits engins qui tirent des petits conteneurs d'une dizaine de mètres cubes qui permettent d'alimenter des magasins, des chantiers, d'autres choses, en mettant plus de marchandises. Alors en divisant l'espace de transport par des plus petites unités, on dépose le conteneur, le petit conteneur devant un magasin ou un lieu de réceptionner des marchandises, et puis on vient le rechercher une fois qu'il a été vidé en son temps. Arriver à cette flexibilité permet d'imaginer un monde d'une autre nature, quelque chose qui se passe dans une douceur autrement. Et les chemins qui se trouvent à ce moment-là dans la cité sont faits pour le parcours d'engins doux, beaucoup moins lourds, et qui permettraient la végétation de pousser encore entre des dalles, quelque chose comme ça. Cette approche sensible que j'aime donner à la ville, elle se constitue petit à petit par des comportements personnels, un mode de vie qui m'aide à pouvoir entrevoir ce que je dois faire, comment je dois réagir vis-à-vis de mon environnement. Vous l'avez vu avec l'engin avec lequel je peux me déplacer, vous avez vu avec les engins volants, mais il n'y a pas que ça. Là, vous êtes dans mon jardin à Bruxelles, à Schaerbeek, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, quand on a acquis le terrain, plus personne n'en voulait parce que c'était une ruine. Il n'y avait que des hangars en décomposition. On a tout enlevé. On a gardé tous les matériaux de construction qui ont été mis sur le sol. J'ai rentré 30 camions de terre
de bonne terre que j'ai mis au-dessus de tout pour vallonner le jardin, pour faire un vrai jardin. Mais à partir d'une urine, de déchets. Et les arbres que vous voyez là, je les ai plantés il y a 40 ans. Alors, ils me servent maintenant particulièrement à continuer à réfléchir et à avancer dans ma perception de la ville. Vous voyez le siège qui est là, je m'assieds là-dessus, avec un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui analyse les ondes mentales. Et quand je rentre en cohérence cardiaque et en méditation, le biofeedback met en route le treuil, qui est juste de l'autre côté, et je monte dans l'arbre, dans la canopée, et tant que je suis en méditation, je suis dans mon arbre tout à fait en haut, et je perçois l'ensemble de la ville à travers le feuillage. Et tout ce que je vous ai montré, là, ce n'est jamais que ça. Percevoir la ville à travers la nature, le feuillage. Et là, je suis dans un état de conscience amélioré qui fonctionne avec un système que j'ai mis au point, mais qui fait partie intégrante de la démarche. Comment arriver à aller plus loin dans cette conscience de la ville et de la nature, et comment m'aider à faire ce genre de choses. Et dans cette même maison, voilà la baignoire qui a été faite là aussi il y a plus de 40 ans, à part de simples planches en bois que j'ai découpées avec une petite scie sauteuse et puis que j'ai poncé. Et cette baignoire, elle est faite pour deux, elle est faite exactement avec les formes et l'anatomie de ma femme et de moi, on se met chacun d'un côté, et ça c'est pour employer moins d'eau, évidemment. L'eau vient de la plante qui se trouve là, elle coule le long d'une rivière par des cailloux qui se trouvent entre le lavabo et la baignoire. C'est en manipulant les cailloux que l'eau coule comme d'une source. Ah, ça fait partie, là aussi, intégralement de ma démarche. Moi, ce n'est pas un appareil sanitaire qui me fait rêver, mais par contre, une source, une rivière, une cascade, des cailloux, le mouvement qu'il y a dans le sable quand la mer s'est retirée, là, je vois une beauté fantastique. Et je n'essaye pas de copier ça, mais de prendre la même manière de fonctionner. Comment est-ce que les bois peuvent se mettre en place pour que le sens qu'ils ont, c'est celui de l'eau qui coule pour l'amener là où il faut. Et l'esthétique, elle arrive toute seule. Je ne cherche pas à faire beau. Ça, c'est beau si c'est juste, si c'est vrai, si c'est pas maniéré, s'il n'y a pas de chipotage, si la chose est la plus vraie possible. Et ça, c'est pour moi absolument fondamental dans mon travail. La beauté, c'est la cerise sur le gâteau qui arrive quand on a eu le bon comportement, quand ça ne va pas, quand la solution n'est pas harmonieuse, on a dû se tromper quelque part, il faut recommencer. Il faut revoir son étude. Nous arrivons à la fin, voici une image de réflexion. Le futur n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un projet. Le futur, c'est nous qui le créons. C'est avec notre volonté, notre désir qu'on va orienter vers les choses, vers quelque chose ou pas. Et là, cette notion que plein de choses dans le monde bougent, qu'il y a des tas de gens qui travaillent partout à créer un monde différent, et que l'espoir vient du côté de la prise de connaissance de cela, la participation à ça, et le fait d'être en phase avec cela. Alors ici, vous avez mon site, citévégétale.net. Là, vous allez voir beaucoup plus que tout ce que j'ai pu vous dire maintenant, parce qu'il y en a pour des heures d'images, de films, d'animations, de toutes sortes de choses. Et si ça vous intéresse,
pouvoir continuer à suivre mon travail. Alors, en général, je finis ma conférence en citant Francis Blanche, qui avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Et je trouve que c'est assez bien vu. Je vous remercie pour votre écoute. Oui. Donc, c'est le dernier ouvrage que j'ai commis. Il est sorti il y a peu de temps. Il y a énormément de choses qui étaient dans ma conférence qui sont plus développées ici. Si ça intéresse quelqu'un, je peux faire une dédicace. Il coûte 40 € et je vous fais un petit dessin. Voilà, on va passer la séance de questions. La plus difficile étant la première. Qui se lance? Oui. Est-ce que notre ami Claude a une question? De la physique quantique aux cités végétales. Tout est permis. Où est-il? Je me rapproche. Voilà, merci beaucoup pour votre conférence et pour la présentation de cette ville où j'aimerais beaucoup habiter. Je me demandais, votre projet de chenillard me semble très pertinent et doit être tout à fait réalisable avec la technologie actuelle. Est-ce que vous auriez connaissance de villes ou de collectivités qui auraient envie de développer ce type de projet? Il y a les taxis autonomes qu'on trouve déjà aux États-Unis. Mais ça reste des engins excessivement lourds. On reste dans un prototype de voitures qui sont faits pour supporter des crashs à 120 km/h, etc. Quel sens est-ce que ça a dans une ville où, en moyenne, la vitesse de déplacement en voiture dans une ville, c'est 18 km/h. Donc, il faudrait changer complètement le concept. Il existe dans ces énormes usines type Amazon et compagnie des engins automatiques qui vont chercher des trucs et qui se croisent, etc., sans aucun souci. Donc effectivement, la technologie existe, mais pour changer intégralement le fonctionnement de la circulation dans une ville, c'est une autre question. Il faut mettre quand même beaucoup de gens d'accord et les faire abandonner les moyens de locomotion qui parfois ils viennent d'acheter bien cher, parce que c'est quand même une grande fierté de pouvoir dire qu'on a une voiture qui roule à 300 km/h. Dans des villes où c'est déjà fort piétonnier, ce serait possible éventuellement d'introduire ce type de transport? Oui. Et il faudrait commencer par un petit quartier. Moi, je pense que les choses commencent à petite échelle. Quand on a un quartier de quelques milliers d'habitants et qu'on voit que ça fonctionne bien, on peut le faire dans le quartier d'à côté, etc. On peut agrandir. C'est un peu ce que fait Ville en Transition. Totnes, il cherche dans ce genre de choses. On commence par une petite échelle et puis on agrandit, on agrandit. Votre maillage polygonal, est-ce que ça suppose la suppression de la propriété privée? Est-ce que ça suppose la suppression de la propriété privée et que ce soit tout urbanisé Non. à partir d'un pouvoir central? Non, c'est pas du tout. On garde un foncier tel qu'il existe actuellement, mais il pourrait y avoir plus de zones collectives, des parcs publics, des choses comme ça, des potagers collectifs, mais les habitations resteront privées. Le collectif, à ce point-là, n'a pas montré qu'il y avait un quelconque intérêt.
Alors, une autre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Au risque d'être un petit peu rabat-joie après une présentation aussi féerique, moi je suis actif dans la construction bois et en fait on voit que le choix des matériaux biosourcés, si c'est déjà pas dicté par un choix économique, les gens vont aller vers des produits qui sont standardisés, Oui. qui répondent quand même à des normes déjà de dimension, des choses comme ça. Et les projets, par exemple, je pense au projet Bois-Paille, c'est souvent des projets qui sont portés par des gens qui font de l'autoconstruction, quoi. Et donc on sort un peu des sentiers battus. Et je me dis, il y a un paradoxe quand même, c'est que si on veut adopter des techniques et des matériaux pour le plus grand nombre, il faut quand même qu'ils soient standardisés et qu'ils passent par un circuit mercantile, quoi. Et on voit que dans votre utopie, on s'éloigne de ça, on va vers une architecture qui est très organique, mais qui s'éloigne des standards. Et l'adoption pour le plus grand nombre, pour moi, elle passe quand même par une forme de standardisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis d'accord avec vous, c'est actuellement ce qui se passe. Et notre société fonctionne comme ça. Moi, je pars de l'idée de quelque chose qui va se développer un peu différemment, qu'on va partir des solutions plus organiques et qu'on va voir qu'il y a un véritable intérêt à ce genre de choses, avec ce que les gens s'investissent plus aussi dans leur construction pour arriver progressivement à ce que cela émerge, se développe et qu'on voit qu'il y ait une véritable qualité. Il y a 2 siècles, la question ne se posait pas. Tout était artisanal et tout avait cette identité des gens qui occupaient le lieu. Chacun donnait à son habitation l'identité qu'il avait envie de lui donner. Et on n'habitait pas dans des standards, dans des boîtes qui ne nous correspondaient pas. On pourrait revenir à cela, mais dans des mentalités qui ont effectivement évolué. Et on voit que ça commence à se développer un petit peu, pas très vite. Mais qu'est-ce qui pourrait entraîner un développement beaucoup plus rapide? C'est généralement une prise de conscience par une crise, par un autre événement, ou parce que l'on va avoir des lieux qui vont montrer à quel point la qualité de vie peut être plus grande quand on fait les choses autrement, quand on commence à réfléchir sur des modes de construction qui sont où on s'investit plus personnellement. On n'a pas le même rapport à sa maison quand on a un peu travaillé dedans à l'édifier, à la construire. Chaque animal a construit son nid lui-même et c'est son rapport à son nid qui est créé ce lien particulier. Oui. Voilà, c'est pas tout à fait une question, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que moi j'ai étudié la révélation d'intérieur et ça montre bien que les intérieurs actuellement sont toujours construits de la même manière, même s'il y a des nouvelles technologies, alors que tout le monde vit différemment dans sa maison. Donc même à l'intérieur, la manière d'agencer les pièces, la manière de ranger les choses, elle est propre à chacun. Tout le monde ne mange pas sur sa table de salle à manger. Il y en a qui mangent sur la table du salon, d'autres dans la cuisine. Et donc cette standardisation, elle n'a pas de sens si on veut être bien chez soi. Bien sûr. Et ça donnera plus de travail si on arrête de tout standardiser et qu'on refonctionne d'une autre manière pour être mieux chez soi. Enfin voilà. Merci. Bonsoir. J'avoue que je ne connais pas très bien votre travail, mais j'ai vu que vous montriez, vous suiviez, je pense, des villes comme Lyon ou Shanghai. Oui. Et du coup, je me dis, au niveau vous avez travaillé peut-être avec les politiques, vous avez été sollicité. Avec les politiques ou comment ça se passe en fait? Du coup, vous proposez, vous avez la proposition est vraiment top, mais du coup, comment on amène? Je ne sais pas si les politiques vous sollicitent ou quoi pour comment on sensibilise parce que les changements, ça passe par tout le monde, mais dans les villes par les politiques. Et comment on fait pour
sensibiliser les politiques à cette évolution, déjà tout simplement de remettre plus d'espace vert dans les villes, vous l'avez bien nommé, le changement est vraiment différent au niveau température, en sachant l'augmentation des températures qui arrivent. Enfin, voilà, je ne sais pas si au niveau du travail avec les politiques, si c'est entendu, si c'est difficile, si voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très facile. Il faut vous dire que sur ma carte de visite, c'est marqué « architecte utopiste ». Je revendique l'utopie. Vous traitez un politique d'utopiste, vous en faites un ennemi juré, à vie. Il n'y a pas pire injure pour un politique. Donc ça montre qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'une utopie est impossible qui n'a pas encore été expérimentée. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est justement peut-être là qu'il faut commencer à chercher. Le politique, il a une vision à très court terme. Il ne faut pas qu'il voit plus que 2-3 ans en avance où là, il commence à flipper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, au contraire, très loin ce qui se passe. Parce qu'alors, je peux dire, si je veux arriver là, c'est tout ce chemin que je dois faire pour y arriver. Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, si c'est vers là que je veux aller? Si c'est aller droit dans le mur, là, les politiques, ils ont la bonne technique, ils savent nous dire ce qu'il faut faire. Mais pour ne pas y aller, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je ne les ai pas encore vraiment entendus. Bonjour. Vous avez parlé des villes où on pouvait aménager les toits. Donc, vous avez parlé des villes où on pouvait aménager les toits pour marcher et oui. voir l'horizon. Est-ce qu'il y a déjà des quartiers qui existent avec, par exemple, des passerelles sur les toits où on peut marcher d'une rue à l'autre Ou c'est pas quelque chose qui existe actuellement? Je ne vois pas vraiment un lieu qui serait un exemple dans ce genre-là. Il y a certainement ponctuellement des endroits où les jardins ont été aménagés sur les toits, mais plusieurs toits qui sont mis ensemble pour pouvoir faire une promenade, je n'ai pas d'exemple à proposer. Question ? Bonjour. Bonjour. C'est par rapport à une question qui a été posée par rapport aux politiques. Ah oui, je ne sais pas parler au micro. Est-ce que le paysage que vous proposez ne pourrait pas se faire petit à petit d'abord dans des villages déjà à la campagne et après évoluer en grande ville? Parce que actuellement, la mentalité fait que ça ne serait peut-être pas accepté en ville. Mais malgré tout, il faut que la campagne continue à évoluer. Donc peut-être que quand on arrivera à ce stade-là dans les grandes villes, la campagne, elle, sera devenue, entre guillemets, une ruine, mais une ruine habitée, qui sera complètement le paysage que vous décrivez. Et la ville sera la ville que vous montrez, et ce qui est à l'arrière de vos dessins, la campagne. Oui. J'ai essayé d'être clair, mais... C'est effectivement tout un volet de mon travail, des explorations que j'ai fait, que je n'ai pas développé ce soir, et qui se trouve dans le livre. Mais les campagnes sont très, très intéressantes aussi à regarder, ce qu'elles sont devenues, comment elles fonctionnent actuellement, et comment est-ce qu'elles pourraient progressivement retrouver une qualité de vie qui a en grande partie disparu. Oui, moi j'aimerais juste avoir juste votre retour sur votre rapport au patrimoine, parce que les utopies, des fois on voit qu'elles font un peu table rase de ce qui existe. Vous, on voit que vous prenez, justement, vous partez de certains bâtiments qui existent, vous les transformez, mais est-ce que pour vous, voilà, un bâtiment a été, il y a la beauté de la ruine, après il n'est plus, et c'est comme ça. Est-ce que pour vous, enfin, quel est votre rapport au patrimoine? Pour moi, le patrimoine est une chose très, très, très importante. C'est nos racines, et pas question d'y porter atteinte. La manière dont il faut le travailler, ça, c'est aussi une des choses qui sont reprises dans mon livre, des perspectives de développement. Une des grandes difficultés avec le patrimoine, pour moi, c'est de le chauffer sans l'abîmer ou le détruire.
en faire des habitations passives qui seraient qui arriveraient à être autonomes au point de vue de la chaleur, ça me semble très, très difficile. Parce que dès qu'on commence à aller aussi loin dans des transformations, on dégrade l'existant. Et l'existant, c'est quand même fort important pour pouvoir découvrir comment est-ce qu'il pourrait fonctionner. Dans les hypothèses de travail sur lesquelles que j'ai énumérées, je pars d'un concept un peu particulier, je peux vite évoquer ici, c'est les trois notions habit, abri, habitat. C'est les mêmes racines, il y a quelque chose de très proche, et pour moi la différence c'est dans l'espace résiduel. Un habit et l'espace résiduel est de quelques millimètres, l'abri il est de quelques mètres, l'habitat, il est de dizaines de mètres. Mais le rôle est toujours le même, c'est celui de nous protéger du climat extérieur et de nous créer une zone de confort qui est satisfaisante. On pourrait imaginer une évolution de nos vêtements qui soient des vêtements beaucoup plus techniques, qui nous permettraient une meilleure isolation sans que ce soit épais et en même temps une respiration. Donc, moi j'ai appelé ça un vêtement pomme de pin, donc qui s'ouvre quand les conditions sont nécessaires pour évacuer le trop-plein d'énergie ou la transpiration, et qui se referme à d'autres moments, et qui forme une sorte d'autorégulation naturelle. Ça fait partie des choses qui sont sur lesquelles les scientifiques planchent, mais ça permettrait de vivre dans des habitations dont la température serait inférieure à ce que nous connaissons actuellement comme zone de confort. On pourrait vivre dans des maisons à 10-12 degrés en restant en confort, pour autant qu'on ait l'enveloppe qui nous entoure, qui soit prévue pour pouvoir créer cette autorégulation qui nous est nécessaire. Et si nous voulons vraiment préserver un patrimoine, on ne peut le faire pratiquement que comme ça. Ou alors on commence à dépenser une énergie que nous n'avons pas. Et pour moi, ça c'est l'axe de ma réflexion. Il faut être économe en énergie. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser bien plus que ce que la Terre nous offre. Nous savons maintenant, par les études qui sont faites, que nous vivons à crédit depuis le mois d'août. Et cette date ne fait que reculer. À partir de quel moment est-ce qu'on va être en faillite? Et quand va-t-on devoir déposer le bilan? Ah ben ça m'inquiète fortement. Donc moi, je ne vais pas proposer de dire on va chauffer beaucoup plus ceci ou ça. Non, il faut commencer à voir comment est-ce qu'on peut revenir en arrière et revenir à consommer ce qui est à notre disposition. Donc, le patrimoine, il doit être géré, bien sûr. C'est tout à fait indispensable. Ce sont nos racines. C'est là que nous venons. C'est vers ça qu'on s'est développé. Et tout ce qui est les racines, c'est vraiment primordial. Oui. Bonsoir, Luc. Non. Le fromage, mais pas le patrimoine. Bonsoir Luc, et merci pour ta conférence toujours aussi inspirante. Ce que je trouve fascinant dans ta démarche, c'est le caractère évolutif de sa radicalité. Dire que l'objectif est vraiment radical. Ah oui. Mais comme tu dis, on pose les étapes pour avancer vers cet objectif. Et des quartiers, tu l'as cité, le quartier Vauban à Fribourg, il a été réalisé, il existe, existe réellement ce quartier. Mais bien sûr. Et quand on y va, moi j'y suis retourné 3 fois déjà depuis sa création, on se dit que tout le monde doit avoir envie d'habiter là. Alors la question que je voulais te poser, c'est comment se fait-il que quand des modèles comme celui-là existent, ils ne se généralisent pas plus vite? Et est-ce que tu as des idées, des propositions
pour essayer que les exemples concrets qui sont vivants, qui sont voilà, et on a plus récemment les rues d'école à Paris qui sont incroyables, où on a végétalisé des rues entières, rendu toutes les rues d'école de quartier piétonnes. Ça change complètement les comportements. Les enfants sont contents d'aller à l'école, ils vont à pied, ils jouent, etc. Il n'y a que des externalités positives, mais malgré tout, voilà, c'est pas encore acquis que ça devienne mainstream. Ça pourrait même retourner en arrière avec des changements de majorité, etc. Et donc, est-ce que sur base de ton expérience, tu te dis, tiens, ça c'est la méthode ou une des méthodes pour essayer de généraliser et de montrer que ces utopies, en fait, peuvent être des réalités? Waouh, merci. J'ai de quoi répondre. D'abord, sur un mot, radicaliser, j'aime bien cela, parce que nous sommes dans une époque radicalisée. Et je pense que face à cela, on ne peut pas répondre avec des mesurettes. Il faut mettre le débat à la hauteur de ce qui se passe et des enjeux de ce qui nous pend au nez. Donc, ça, j'accepte tout à fait. Alors, concernant les exemples, je suis tout à fait sensible comme toi à ça. Il y a de nombreux exemples magnifiques et on ne comprend pas pourquoi ils ne se multiplient pas aussi vite. Et moi, j'ai un peu cette impression de ces énormes paquebots, gigantesques, quand ils naviguent et qu'ils doivent amorcer un tournant. C'est quelques jours avant ou presque, avant qu'ils n'arrivent. Ils sont tellement lourds, tellement massifs, et toutes les informations qui passent et qui sont ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes dans les mentalités, c'est absolument considérable. Nous vivons dans un monde où la publicité a tout envahi. Et elle prend une importance capitale chez tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas sensible à la publicité ». Donc, nous achetons des trucs, on change de vêtements alors qu'on n'en a pas besoin, etc., parce qu'il faut être à la mode, parce qu'on nous a dit que, etc. Nos mentalités sont créées par les marchands d'une économie qui est en plein débordement. Et on va de plus en plus vers ça. Mais l'importance de ces messages qui sont continuels, une photo, une affiche, quelqu'un qu'on met en évidence, une vedette, il est habillé comme ça, il roule dans telle bagnole, etc. Ça influence tout le monde. Je vais avoir un peu d'allure, mais il me faut une chouette bagnole, les mecs. Et c'est dans les mentalités tellement important parce que le message est gigantesque. Alors, moi j'aime bien l'exemple de dire c'est l'importance du message qui compte. Si je vous donne une autoroute inclinée avec les virages comme le Nürburgring, on voit que c'est fait pour rouler à 300 km/h et que je mets une petite pancarte 50 km/h comme ça maximum, ça ne marche pas. Le message est gigantesque d'un côté et l'autre vient en contradiction. Le message actuel qui est gigantesque est de dire « consommez si vous voulez être apprécié, si vous voulez vivre, si vous voulez vous sentir bien. Si vous ne consommez pas, vous êtes des minables. » Et ça, c'est un message qu'on entend tout le temps. Il n'y a que ça. Et le message de la sobriété heureuse, il y a Pierre Rabhi qui l'a lancé. On lui a demandé de le remballer parce que ça faisait peur à tout le monde. C'est un peu ça. Et tant qu'on n'aura pas assimilé ce fait essentiel, on va devoir encore bouffer des hamburgers. Quelqu'un désire poser une dernière question ou une dernière réflexion? Ok. Voilà, mille merci de nous avoir fait réfléchir, de nous avoir inspiré, de nous avoir fait rêver. Et donc je vous rappelle que le magnifique ouvrage de Luc Skeuten est en vente à l'accueil et que M. Skeuten se fera un plaisir de le dédicacer. Voilà, mille merci, faites de beaux rêves, à bientôt. Merci à vous.